Je suis Angela Vella, professeure à l'Université de Rouen. J'enseigne à l'UT de Rouen dans le département des mesures physiques et je mène mon activité de recherche au sein du groupe de physique des matériaux. Ce laboratoire se situe sur le technopôle du Madrier, dans le sud de la métropole de Rouen. Il s'agit d'une unité mixte de recherche entre l'Université de Rouen, l'INSA de Rouen et le CNRS. Il y a environ 160 personnes qui travaillent au groupe de physique des matériaux dans 5 départements de recherche. J'appartiens au département de recherche en instrumentation scientifique. Ce département regroupe une dizaine de permanents et une dizaine de doctorants et postdoctorants qui travaillent tous sur le développement de la sonde atomique tomographique. On est répartis en 3 équipes. L'équipe de la sonde aux limites, animée par François Vorpillo, l'équipe de microscopie corrélative in situ, animée par Lorenzo Rigotti, et l'équipe de physique sous champ intense que j'anime. La sonde atomique tomographique est un instrument d'imagerie des matériaux, comme son nom l'indique, à l'échelle atomique, qui couple une information en 3 dimensions avec une information chimique. L'échantillon doit être préparé sous forme de fines pointes, avec un rayon à l'extrémité qui varie entre 10 et 100 nanomètres. On attaque par électrochimie lorsqu'il s'agit d'un matériau métallique, ou on utilise un façonnage par adhésion de gallium à l'intérieur d'une chambre de microscope électronique à balayage lorsqu'il s'agit de matériaux semi-conducteurs ou des oxydes. Une fois préparé sous forme de pointe, l'échantillon est introduit dans une chambre ultravide et porté à une température cryogénique autour de 50 Kelvin. Ensuite, on applique une haute tension pour créer un champ électrique très intense à la bec de l'échantillon, de l'ordre du volt par Armstrong, donc c'est de l'ordre du champ d'interaction entre les atomes. Et ce champ très fort, couplé à une impulsion laser ultra courte, va ioniser les atomes de surface. Et ces ions sont donc projetés sur un détecteur qui va mesurer leur temps de vol, mais qui va aussi mesurer leur position d'impact. Et à partir de cette position d'impact, on pourra reconstruire atome par atome l'image de l'échantillon en 3 dimensions, où chaque couleur de chaque point reconstruit représentera la nature chimique de cet atome. Au groupe de physique des matériaux, nous avons commencé à travailler sur la sonde atomique assistée par laser au début des années 2000. Quelques années plus tard, le savoir-faire développé ici au laboratoire a été transféré à la société Cameca qui commercialise cet instrument partout dans le monde. Il se compose d'un laser femtoseconde, fibré et amplifié, qui délivre des impulsions autour de 1030 nanomètres, qui peuvent être doublées et triplées en fréquence, et qui sont ensuite focalisés sur l'échantillon par une optique qui se trouve à l'extérieur de la chambre. Cet instrument est utilisé aujourd'hui par tous les membres du groupe de physique des matériaux comme un instrument de routine pour l'analyse des matériaux, mais il est aussi ouvert à d'autres équipes en France grâce au réseau METSA qui regroupe 8 plateformes technologiques en France autour de la microscopie électronique et de la sonde atomique tomographique. Je suis Jonathan Ward, ingénieur de recherche en développement d'expérimentation et je travaille au sein du département d'instrumentation scientifique sur les systèmes laser et optiques et développement en sonde atomique. Dans cette salle, on a installé sur une table optique un laser femtoseconde et une sonde atomique à l'autre bout. Le but est d'éclairer l'échantillon par une impulsion laser UV, de récolter le signal de photoluminescence émis par les structures de l'échantillon, et cela avec une résolution proche de la résolution d'analyse en sonde atomique, c'est-à-dire le nanomètre. On a un oscillateur titane-saphir qui émet du rayonnement autour de 800 nanomètres, qu'on envoie dans un pulse picker qui permet de diminuer la fréquence du laser. Le laser est envoyé dans une boîte de doublage-triplage de fréquence, ce qui nous permet de sortir la 3e harmonique du laser dans l'UV autour de 260 nanomètres. Donc ensuite, ce faisceau est dirigé dans la sonde atomique au travers de plusieurs miroirs. Une lame dichroïque à la fin dirige le faisceau à l'intérieur de la sonde où il sera focalisé par un miroir sphérique à l'extrémité de l'échantillon. Ce miroir sphérique va permettre de récolter la lumière réémise par l'échantillon qui est redirigée dans les différents bras, soit pour imager l'échantillon éclairé par le laser, soit pour analyser la lumière dans un spectromètre optique. Il y a une caméra CCD standard qui permet de faire de longues acquisitions afin d'avoir un signal très fortement résolu. Et on a une caméra résolue en temps, une STREC caméra qui permet
de faire de la mesure de temps de vie à l'échelle de la picoseconde. Cette machine se destine principalement à l'analyse des matériaux de la photonique, à savoir des structures type puits quantique ou boîte quantique dans des matrices semi-conductrices 3,5 ou 2,6. Je m'appelle Yvan Blum, je suis ingénieur de recherche dans le département d'instrumentation scientifique et je travaille en particulier sur la spectrométrie d'électrons émis par une pointe. Dans la spectrométrie d'électrons, le dispositif ressemble un peu à la sonde atomique tomographique, à ceci près qu'au lieu d'appliquer un potentiel positif à la pointe, on applique un potentiel négatif. Et cette fois-ci, on va émettre des électrons par effet de champ qui seront accélérés vers un détecteur bidimensionnel similaire à celui de la sonde atomique tomographique. Alors entre la pointe et le détecteur, on a un analyseur d'énergie à grille retardatrice. Donc il est constitué de différentes grilles hémisphériques et concentriques auxquelles on peut appliquer différents potentiels. Et en faisant varier ce potentiel, on va filtrer différents électrons et faire varier l'intensité lumineuse sur le détecteur, et ce qui va nous permettre de remonter au spectre des électrons émis par la pointe. Le banc d'expérience est constitué d'un sas d'introduction, d'une chambre d'analyse qu'on porte à un vide de 10-10 millibars. Au centre de cette chambre, on a l'échantillon qu'on peut déplacer d'une platine 3 axes pour l'aligner devant le détecteur. Alors avec ce dispositif, on peut aussi faire de la microscopie ionique. Donc dans ce cas, on applique un potentiel positif à la pointe, on introduit un gaz rare dans la chambre d'analyse, et ce gaz va venir s'ioniser à la surface de la pointe du fait du champ intense, et être accéléré vers le détecteur. Et avec cette technique, on peut avoir une image de la surface de la pointe à l'échelle atomique. Donc chacun des points qu'on va observer sur l'écran correspond directement à un atome à la surface de la pointe. Donc, cela nous permet d'observer la cristallographie de l'échantillon, et on peut observer différents pôles cristallographiques, et recouper la position de ces pôles avec la position des zones émissives en électrons. À cela, on a ajouté un laser, 2 microns 300 mW avec des pulses d'une durée de 120 femtosecondes. On fait rentrer ce laser dans la chambre d'analyse et on le focalise sur la pointe à l'aide d'un miroir sous vide. C'est ce laser qui va déclencher cette fois-ci l'émission d'électrons. Donc on a une émission d'électrons pulsés. Donc on peut étudier les effets du champ optique à l'apex de la pointe, mais aussi sur le bord de la pointe. Et cela nous a déjà permis d'étudier la conduction dans des matériaux sous éclairement laser et également d'étudier de nouvelles sources d'électrons à base de diamants. On a aussi développé un banc utilisant une impulsion dans le domaine THz afin de provoquer l'évaporation par effet de champ sans échauffer l'échantillon. Ce banc est composé d'un oscillateur titane-saphir à très large spectre, d'un amplificateur titane-saphir qui nous permet à la fin d'avoir des impulsions optiques de 3 millijoules sur une durée de 35 femtosecondes à 1 kHz. Cette impulsion est focalisée dans l'air avec sa seconde harmonique afin de créer une anharmonicité dans les charges dans le plasma, ce qui crée, durant la durée de l'impulsion, un déplacement de charge, c'est-à-dire une impulsion dans le domaine THz. Une seconde partie, une sonde, est extraite en amont du montage, où on contrôle le délai par une ligne à retard. On recombine les deux au niveau de cette lame d'ITO, et on focalise les deux sur un cristal électro-optique. On mesure par la suite la polarisation de la sonde par un montage à 2 photodiodes en mesure synchrone. Cette mesure de la polarisation nous permet au final de revenir à l'évolution du champ électrique de l'impulsion THz avec une résolution autour de 50 femtosecondes. En retirant le miroir parabolique, on peut diriger l'impulsion THz à l'intérieur de l'instrument, équipé lui aussi d'un miroir sphérique pour focaliser cette lumière à l'extrémité de l'échantillon. Au choix, on peut modifier la polarité de l'impulsion THz, soit positive, soit négative, afin de favoriser soit l'émission d'ions, soit l'émission d'électrons. Cette impulsion THz, contrairement aux autres impulsions qu'on utilise, du proche infrarouge au proche UV, permet d'émettre des ions sans échauffer l'échantillon. Cela permet d'énormément augmenter les capacités de l'instrument, tant sur la résolution spectrale et spatiale, mais aussi sur le domaine d'application. À terme, on souhaite développer cet instrument pour avoir des applications dans les semi-conducteurs et la biologie. Grâce à l'utilisation des impulsions laser ultra-courtes, la sonde atomique tomographique s'est ouverte aux matériaux semi-conducteurs, aux matériaux diélectriques. Des nouvelles communautés utilisent aujourd'hui cet instrument, comme les personnes travaillant en géologie, en microélectronique. Et aujourd'hui, nous voulons aller plus loin, nous voulons commencer à analyser des matériaux biologiques. Pour faire ceci, il faudra tout d'abord développer des protocoles de préparation cryogénique de ces échantillons et d'un autre côté, continuer le développement de la sonde atomique assistée par des impulsions THz afin de minimiser tous les effets thermiques lors de l'analyse.
Nous voulons aussi ouvrir la technique aux matériaux à très grand gap en utilisant cette fois-ci des impulsions dans le domaine de l'extrême UV, et ceci sera fait dans le cadre d'une collaboration dans un projet ANR avec le laboratoire XLIM de Limoges et de l'école polytechnique.